Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. On continue aujourd'hui notre série d'interviews avec Olivier Tellu. Donc Olivier est un utilisateur des méthodes Scrum, mais c'est aussi quelqu'un qui utilise les outils qu'on préconise dans notre podcast. Avant de démarrer la suite de l'interview, je voudrais vous rappeler qu'il est important que vous veniez vous inscrire sur le site. En effet, un guide intéressant et gratuit sera proposé exclusivement aux personnes qui sont venues s'inscrire sur le site. Je vous explique comment on fait en fin de podcast. Place maintenant à l'épisode du jour, c'est la troisième partie de notre interview avec Olivier Tellu. Il va nous parler du rôle du manager dans la méthode Scrum. Il va nous expliquer que c'est une méthode qui fonctionne et qui a des aspects extrêmement positifs au niveau des délivrables, mais il nous parlera aussi des aspects négatifs de la méthode, en particulier les quelques péripéties qu'il a eues, entre autres des moments où son équipe est passé pas très loin du burn-out. Il nous parlera aussi de l'intérêt de la méthode outil du manager dans ce contexte, en particulier l'individualisation des relations et l'intérêt du 1 à 1. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Alors, on continue sur notre passionnante interview où on parle de la méthode Scrum, d'outils du manager et un petit peu de ton expérience, je dirais, dans le monde agile que nos auditeurs connaissent pas forcément. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est un petit peu de connaître, déjà de savoir si tu as obtenu des résultats avec cette méthode. Et il me semble aussi que tu voulais nous dire un petit peu ce que c'était que le rôle du manager dans la méthode Scrum. Ça marche. Donc effectivement, au tout début, quand je me suis retrouvé avec la responsabilité d'un petit bout de l'équipe, puis de l'équipe, mais on peut même commencer par le premier petite partie. J'ai donc mis en place Scrum. En tout cas, c'était mon souhait. J'ai vérifié que c'était faisable quand même. Dans les premiers effets positifs déjà, donc nous on était une équipe de développement un peu en mode cloisonné, quoi. L'information nous arrivait de choses qu'il fallait qu'on fasse, mais on était un peu cloisonné. Ouais. Comme ça faisait une bonne année que j'étais dans l'entreprise, j'avais quand même fait connaissance avec d'autres gens dans l'entreprise. Et il y avait quelqu'un qui travaillait au marketing chez nous. Et je lui ai parlé de ce que je voulais faire et qu'on s'est tous les deux dit qu'il serait le bon product owner justement. C'est-à-dire que lui, travaillant dans les parties marketing et il avait une bonne vision produit, pouvait vraiment jouer ce rôle dont j'avais besoin du product owner qui est capable de dire ce qu'on veut faire. Parce que c'est vrai que moi, par contre, j'avais pas obligatoirement de grandes compétences métiers. Sur le domaine qu'on voulait adresser. J'avais des compétences techniques, mais pas des compétences métiers. Donc ça, c'était super. Et déjà, premier énorme effet positif, tout simple, c'est que d'un seul coup, on avait un contact direct entre une personne du marketing et une personne de l'équipe du développement, sans intermédiaire, sans remonter de la hiérarchie, redescendre. Donc en fait, un fonctionnement, on pourrait dire, si on prend le modèle habituel de l'entreprise, un fonctionnement transversalité, en fait, en transversal. Exactement. Et pas en silo avec des départs en bas de la pyramide qui remontent en haut, puis qui redescendent et qui remontent, et ainsi de suite. Voilà, exactement. Et donc ça, là, tu t'affranchissais du rôle des managers hiérarchiques. Et oui, j'avais commencé, le verre dans la pomme était là. J'ai commencé tout de suite mon lobbying. Et la personne du marketing était ravie. Il était ravi parce que elle-même, ça faisait un moment vivait ces tunnels de l'extérieur. C'est-à-dire, il y a des choses que j'aimerais dans les produits, mais je ne sais pas comment ça avance, je ne sais pas ce qui se passe, et au bout d'un temps que je maîtrise pas, je vois arriver des choses qui sont un peu étranges, quoi, qui sont pas mes attentes. Donc la personne était hyper. Le succès, le fait qu'on ait réussi, je pense, que c'était vraiment une paire. C'est-à-dire le fait que lui, il ait complètement eu aussi envie de jouer le jeu, a participé à la réussite de l'initiative. Donc ça, c'était très bien. Et donc on a commencé à le mettre en place. Alors je sais plus sur quelle fréquence on a commencé au début, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je ne me rappelle plus quel rythme on a pris au tout début, mais on a vraiment fait ça. On a bien fait, parce que dès le début, on s'est rendu compte que ce qui avait été vendu, ce qu'on croyait avoir été vendu, c'était pas obligatoirement ce que voulait le client. Dès le début, on a très vite réalisé tout ça, et dès le début, on a dû être dans l'adaptabilité, le fait de revoir le plan et de se demander en quoi on pouvait apporter le plus de valeur
à ce client-là comparé à ce qu'on s'était imaginé au départ. D'accord. Donc on a pu démarrer comme ça, on a pu vraiment livrer des choses. Et du coup, entre guillemets, c'est ça qui, je pense, a accéléré le fait qu'après on a dit, prenez aussi les autres produits qui étaient faits dans cette équipe-là, dans votre méthode, parce que ma direction a vu que d'un seul coup il se passait quelque chose. Donc ça a vraiment apporté, et donc toutes les années qui ont suivi là, ça a vraiment apporté des choses parce on a trouvé un rythme, on a montré des choses, on a commencé à faire sortir des choses, et aussi on a grandement amélioré l'ambiance de dans cette équipe, parce qu'au lieu de se retrouver de temps en temps au resto avec d'autres gens de l'entreprise qui vous balancent des vannes du genre ah bon, c'est toujours pas sorti votre truc, on n'a rien vu, qu'est-ce qui se passe, c'est le mystère, enfin. Et qui est un petit peu pas très agréable à vivre quand vous êtes en train de bosser vraiment, vous avez l'impression de faire ce qu'il faut et vous vous rendez compte que le reste de l'entreprise il comprend pas ce que vous faites, et du coup pas agressif mais un peu vous attaque un peu quand même, quoi. C'est pas très agréable. Là, le fait d'être dans ce mode là, d'un seul coup on se sent mieux. Les choses sont plus transparentes, ça avance et on monte des choses. Alors c'est pas toujours des choses formidables, c'est pas une révolution à chaque itération, mais au moins on avance. Donc en fait, il y a un premier avantage qui est la transversalité, et ensuite l'intégration dans l'entreprise, c'est-à-dire au niveau communication, vous avez renforcé vos liens en fait. Tout à fait, ouais. Et puis le fait de livrer. Et puis avantage pour l'entreprise, on a livré des choses. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un petit peu même par là qu'on aurait pu commencer. C'est que finalement, en fait, à travers cette méthode-là, tu as résolu le problème principal qu'on t'avait confié. C'était quand même que l'équipe aboutisse à des livrables en temps et en heure et qui correspondent à ce que veut le client, etc. En gros, oui, parce qu'en gros, sur des problèmes compliqués, sans revenir à tout ce qu'on a dit dans la première partie, depuis que je travaille, les problèmes sur lesquels je suis, il y a soit on veut une date, soit on veut rencontrer une date, soit on veut faire une somme de choses, mais on n'arrivera jamais à avoir les deux. D'accord. Donc en gros, à part en étant hyper restreint et en ayant des objectifs très modestes, mais je pense que personne n'a envie de bosser dans un environnement où on aurait des objectifs que très modestes. Et c'est pas comme ça actuellement dans le monde de l'entreprise qu'on essaye de gagner des marchés ou d'être performant. Donc le fait de vouloir plein de choses et à la fois de devoir rencontrer des dates, au moins j'ai une solution qui demande des trade-offs, mais qui permet de le faire. C'est-à-dire que tu as des compromis en permanence en fait entre les deux, tu as des arbitrages réguliers entre les deux. C'est ça. Ok. Donc ça, c'est donc vraiment les avantages qui sont arrivés, et donc globalement, il y a toute une première phase où j'avais ces avantages-là, et j'ai pas vu d'autres biais, donc je vais parler maintenant, ou d'autres choses qui sont quand même produites. Parce que moi, globalement, on va me dire, j'étais satisfait. Je me dis, la méthode, elle a l'air de marcher. L'entreprise, dans sa globalité, n'est pas encore dans le même mode de pensée que ce que nous, on fait dans l'équipe. Mais bon, c'est pas grave. C'est ce que je me disais. En même temps, c'est normal. C'est ce qu'on t'a demandé. C'est-à-dire que ta direction, en tout cas ton entreprise, t'a dit, on a un problème, c'est celui-là, il faut que tu le résolves. Tu as pris une méthode qui s'appelle Scrum, qui te correspond à toi au niveau peut-être philosophie, etc. Et en plus, elle remplit les objectifs de l'entreprise. Donc franchement, est-ce qu'il fallait se poser plus de questions que ça ? Non, peut-être pas. Enfin, en tout cas, moi, ça me va de pas me poser trop de questions, mais. Mais en tout cas, quelquefois la réalité nous rattrape. C'est juste. Donc vraiment pas mal d'aspects qui étaient positifs. Effectivement, dans les aspects quand même un peu négatifs, pas facile, obligatoirement tous à résoudre. Moi, j'ai appelé ça donc dans ce que je viens de dire, quand même un côté Scrum bunker, parce que finalement, nous, on fonctionnait comme ça. Ah oui. Mais il y a des gens dans l'entreprise qui n'avaient pas basculé dans ce mode-là de pensée, et donc qui s'attendaient toujours à finalement à avoir la somme de tout, à rencontrer les dates. C'est-à-dire que ok, t'as avancé, tu nous as fait ces petits trucs-là, mais quand même, nous, on voudrait tout. Ouais, d'accord. Donc ça c'est resté quand même une force de frottement qui se gère, parce que
c'est pas dramatique, mais on va dire que c'est normal, ça se fasse pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que le reste de l'entreprise s'habitue et se rende compte qu'en fait, ce mode-là, il est vraiment, enfin moi j'en suis archi convaincu, mais il est vraiment mieux que le mode où on disait je veux tout et pour demain. Et où en fait finalement effectivement ce que tu appelles des frottements, en tout cas on a des tensions parce qu'en réalité c'est jamais ce qui arrive. Oui, voilà, alors c'est ce que je disais aussi comme un déni de réalité en fait. Ouais, ce que je disais dans l'épisode précédent, il y a des gens qui veulent à tout prix de la visibilité et je les comprends. C'est-à-dire que par exemple les avant-ventes, ils vendent des choses, ils aimeraient pouvoir dire à leurs clients que oui, actuellement le produit ne le fait pas, mais le fera. Et pour autant, la méthode, elle garantit pas qu'on le fera. Donc c'est un peu compliqué. Il faut réussir à essayer de vendre cette philosophie jusqu'aux clients. Il y a plein de clients maintenant qui sont convaincus que c'est finalement une bonne méthode, mais c'est long. Il faut faire ses preuves. Donc il y a eu ces effets-là qui sont pas encore complètement, on n'en est pas encore complètement sorti. C'est normal. C'est même une transition génération, enfin de société, je pense. Dans les choses un peu plus internes à l'équipe, En fait, excuse-moi, je t'interromps. Effectivement, c'est une évolution de la société, en tout cas des entreprises. C'est de moins être fondé sur des certitudes et plus sur de l'adaptabilité permanente, en fait. C'est-à-dire qu'on vient d'une forme d'entreprise où tout était planifié, où tout était prévu à l'avance, et quelque part, si on rencontrait pas ce qu'on avait prévu, en fait, on mettait même pas en cause notre plan, mais on mettait éventuellement en cause la réalité en disant bah oui, mais c'est la réalité qui va pas bien. Et aujourd'hui, on voit bien que les entreprises qui réussissent, c'est justement celles qui planifient moins, qui acceptent plus d'incertitudes et qui font plus reposer leur adaptation à de nouvelles réalités qui se présentent sur l'élément humain, en fait, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions. Et on en parle un petit peu quand je crois qu'on a fait un blog ou je me souviens plus, c'était peut-être quand on a parlé de la délégation sur les deux notions du temps, c'est-à-dire la notion du temps chronos et kairos, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a une manière de voir les choses en les planifiant, et il en faut un petit peu, parce que sinon on ne sait pas où on veut, mais surtout il faut laisser des zones d'incertitude et aussi des zones je dirais, de souplesse pour pouvoir s'adapter à ce qui émerge. Et je pense que toutes ces méthodes-là, en fait, elles correspondent à ce besoin-là. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et donc, ce qui est, alors, des événements plus, je vais prendre quelques petits exemples plus précis qui m'ont fait toucher du doigt que j'avais quand même encore des soucis que Scrum m'a pas adressés. Ouais. C'est que ça nous a pas empêché à certaines périodes de te limite en burn-out, à des moments quand même avec énormément de choses à produire, de se retrouver en grosse tension dans des moments difficiles avec du coup des tensions qui se créent même entre nous et des énervements. Ça m'a pas empêché. Alors, les deux événements sont pas corrélés parce qu'ils sont pas passés au même moment. Ça m'a pas empêché de voir un jour quelqu'un débarquer et de me dire je vais quitter l'entreprise, je pars ailleurs, etc. Alors que j'avais l'impression d'offrir un cadre de travail qui était sympa et la destination vers laquelle, en plus, la personne avait choisi d'aller, je la trouvais pas terrible. En tout cas, dans mes valeurs à moi, je trouvais que ce qu'il allait faire, ça allait être beaucoup moins bien. Enfin, connaissant la personne, j'étais assez persuadé qu'il allait moins s'y retrouver. Des choses comme ça. Donc ça m'a titillé. Ça m'a posé question de comment ça se fait. Et du coup, continuellement, j'avais cette question récurrente de comment j'améliore notre fonctionnement, comment j'améliore mon fonctionnement d'équipe pour pas me prendre ce genre d'événement. C'est-à-dire qu'en fait, tu as été surpris par l'événement. Ouais, j'ai été surpris par arriver. Démissionne. J'ai été surpris par le burn-out ou le presque burn-out parce que j'étais dedans aussi. Et quand on est en burn-out ou presque, je pense que on le sait pas ou on a du mal à le réaliser. Mais d'où toutes ces surprises. Du coup, il existe le monde agile, vu que c'est son ADN, il est en perpétuel mouvement. Il y a plein de conférences, de nouvelles idées, de nouvelles méthodes de remise en cause. Même Scrum, il en est à sa je sais plus combienième édition. À chaque fois, les gens se revoient, le rechangent. Enfin, c'est ce qui est bien. Ça fait partie de la philosophie d'introspection, d'adaptation toujours. Donc, ça n'arrête pas. Donc, je suis allé voir plein de choses sur ça.
j'ai vu pas mal de choses dans des entreprises. Donc, ce qu'on a vu ces dernières années, là, le bonheur au travail, les entreprises libérées, enfin, toutes ces choses-là, qui paraissaient hyper intéressantes, mais en même temps mystiques, quoi. C'est-à-dire que c'est plein de bons conseils. Ouais. Moi, comme je suis effectivement naturellement, je pense que je suis naturellement tourné vers l'individu. Pour vos auditeurs, je pense que je suis un I. D'accord. Sans m'être testé, mais je pense que je suis un I dans ma manière d'être. Donc j'ai le fait qu'il y ait des méthodes où il faut parler aux gens, ça me va bien. Mais bon, quand même, quand on dit, enfin, toute cette bienveillance. Comment on met ça en place, quoi, dans l'entreprise? Malgré tout, la question factuelle de se demander tout ce qu'il y a dans ces entreprises libérées, comment ça marche? Parce que surtout quand on a toujours vécu dans une entreprise cadrée. Surtout que dans l'entreprise libérée, en fait, en réalité, on met ce vocable sur un tas de cas de figure qui sont assez différents, d'une manière générale. C'est un mouvement, hein, donc il y a un peu de tout, on va dire. Et effectivement, comme tu dis, il y a une espèce de dimension un peu... peut-être pas mystique mais spirituel, etc., qui je dirais pas forcément compatible avec un certain pragmatisme, et puis aussi on n'est pas toujours dans un environnement comme ça, mais on aimerait bien quand même que notre équipe puisse elle-même se libérer ou avoir plus d'autonomie, etc., et de bienveillance. Voilà, donc ça a vraiment créé, en plus du coup ça a accentué la dichotomie ou la schizophrénie, parce que ça donnait une envie, un appétit vers travailler dans une telle entreprise, mais sans trouver les clés pour y aller. Et donc, enfin, après cette énorme introduction avant outil du manager, au milieu de tout ça, au milieu de toutes ces choses que je regardais, je suis aussi un gros consommateur de podcasts pour occuper mes trajets quotidiens, essayer de les occuper intelligemment. Donc j'écoute plein de choses dans plein de domaines, et j'étais continuellement en train de chercher des nouvelles sources de podcasts, et je sais plus, en jouant dans les catégories iTunes, je sais vraiment plus comment j'ai fait. Je me suis retrouvé j'ai découvert le podcast Outils du manager, dans lequel il y avait le mot manager, et dans lequel je me suis dit, bah tiens, en mode provoque, pourquoi j'écouterais pas des gens qui parlent? Moi, je me dis qu'il faut pas de manager, et pourquoi j'écouterais pas des gens qui parlent des managers, ou en tout cas de quoi ils parlent, etc. En plus, ils parlaient d'outils, outils et managers, et c'est assez marrant parce que dans l'agile, il y a un manifeste agile avec des valeurs qui dit les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. Donc en gros, les individus sont plus importants que les outils. Alors, c'est pas dire surtout pas interpréter qu'il faut pas d'outils, mais en gros, il y a ça aussi dans les valeurs agiles. Donc du coup, il y avait tous les mots-clés pour dire ceux-là, ils parlent d'outils, ils parlent de managers, ils parlent de toutes des choses qui sont pas bien quand on va dans les conférences agiles. Et ben, je vais écouter ce qu'ils disent. D'accord. Au début, comme ça, pour voir. Bête et méchant, épisode 1. Hein. D'accord, en partant désolé, du début. Je sais pas en quelle année. 2009 voilà. Ou je sais Alors plus. moi, je l'ai pas découvert en 2009. Je pense que j'avais bien. Tu devais être en 2010. Plus tard encore. J'étais facilement en 2012 ou 2013. Je pense que quand j'ai commencé, disons 2012. J'ai plus la date exacte, j'ai essayé de m'en souvenir désespérément. Et donc je suis reparti de l'épisode 1, et franchement ça m'a pris très rapidement. Je crois que ça démarre quasiment par les one-to-one assez vite. Hein. Je crois en fait, c'est le deuxième podcast, je crois, ou le troisième, je sais plus. Ah, donc on parle des one-to-one assez vite. C'était Laurie et toi à l'époque. Et donc j'ai commencé à écouter. Pendant un bon moment, j'ai écouté pas mal d'épisodes, et au début j'ai juste écouté, et il y avait plein de bons conseils. J'ai pas tout de suite fait les one-to-one, mais il y avait des conseils réguliers que j'ai trouvé bons, qui m'ont un peu nourri en mode d'abord j'écoute, j'entends, et je pense que c'est rangé petit à petit un peu dans mon cerveau. Et après, à un moment donné, je me suis dit j'ai envie de faire ça pour mon équipe, j'ai envie de faire des one-to-one pour mon équipe. Et en fait, donc c'est là que je peux revenir sur Scrum. Quand j'ai préparé toute ma présentation pour l'Agile Tour de Marseille, et que j'ai longtemps cherché une structure pour présenter le one-to-one. En fait, j'avais vraiment une grosse envie de présenter le one-to-one, tellement je trouve que ça m'a apporté de choses dans mon management. Et j'ai cherché une structure pour l'amener et leur présenter. Et
et en fait, j'ai réalisé pendant cette présentation qu'avec tout ce que j'ai expliqué là dans la première partie de l'interview sur Scrum, à aucun moment Scrum ne décrit comment il faut s'occuper de chaque personne. Ouais. C'est-à-dire que Scrum ne dit vraiment pas individuellement pour chaque personne comment on s'occupe d'elle. Pour des trucs qui peuvent être très bêtes, si elle veut poser des congés, comment on lui dit oui ou non. En fait, pour des trucs qui peuvent être très bêtes, quand tu te places du point de vue du projet ou de l'entreprise, etc. Mais en fait, qui sont primordiaux quand tu te places du point de vue de l'individu, en fait. Exactement. Donc en fait, voilà, finalement, Scrum répondait pas du tout à cette question. Tout en Scrum ne disait pas non plus qu'il faut surtout pas s'occuper des individus. Non, juste on n'en parle pas en général. Voilà, juste on n'en parle pas. Et donc la pratique du one-to-one, en fait, ce que j'ai découvert, mon expérience, c'est qu'elle vient, c'est sûrement pas la seule manière, mais en tout cas, cette manière-là vient compléter Scrum de manière très efficace pour moi. C'est ça que j'ai découvert. Et donc, d'être vraiment d'avoir un framework qui me permet vraiment de jouer mon rôle de manager. Donc j'ai vraiment pu commencer cette méthode. Donc comment ça s'est passé? Alors là j'ai été scolaire pour une fois. Mais c'est comme ça. En fait, effectivement, c'est la meilleure manière. Avec pour le 1 à 1, le feedback, pour les outils primordiaux, à part être scolaire, moi j'ai essayé de multiples façons et je connais. À part être un peu scolaire, effectivement. Donc c'est vrai, parce que Scrum, par exemple, Scrum, je l'ai vraiment fait de manière instinctive, au feeling, comparé à ce que j'avais compris, je l'ai mis petit à petit. On pourra en reparler à la fin, mais ça, je l'ai fait petit à petit. Et je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais moi, je l'avais fait comme ça. Par contre, là, le one-to-one, j'ai vraiment fait de manière scolaire. J'ai utilisé, je vous ai surutilisé. J'utilise toujours le formulaire que vous aviez créé à l'époque en 3 parties qui était téléchargeable, je sais plus quoi, avec où il y avait un premier cadre pour ce que lui, la personne dit, pour ce que moi j'ai à dire et pour le coaching futur. Je sais pas combien de kilotonnes de papier, je suis désolé pour la nature, j'ai imprimé à partir de ce formulaire depuis. J'ai utilisé votre email pour présenter l'exercice des one-to-one, je l'ai envoyé en anticipant de 3 bonnes semaines pour que le calendrier soit... Enfin, j'ai vraiment utilisé toutes les recommandations qui étaient dans les one-to-one pour le mettre en place. Et j'ai proposé à l'équipe qu'eux-mêmes soient juges de l'initiative. C'est-à-dire qu'on essaye. On s'est donné 6 mois peut-être, je sais plus. On dit on essaye pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, vous me direz si c'est juste un meeting de plus et tu nous saoules et c'est tout. Ou si c'est une méthode qui nous a apporté quelque chose et on continue. Je savais quelle conclusion je voulais, mais je l'ai quand même proposé en prenant tous les risques et ça s'est très bien passé. Il y a eu 100% d'adhésion, personne ne voulait arrêter. Au bout des 6 mois, les gens veulent et encore aujourd'hui, quand j'ai le malheur d'être en retard ou de rater un one-to-one, c'est difficile. D'accord. En fait, c'est aussi quelque chose qu'on avait testé un petit peu parce que nous, en fait, quand on s'adresse à une entreprise, on parle au manager en général. Mais on a eu l'occasion plusieurs fois d'intervenir en entreprise plus sur des modèles disques, donc des choses qui ne sont pas forcément tout à fait liées au management, plus sur la communication d'équipe, etc. Et on est intervenu dans des équipes et ça nous a donné l'occasion de faire des petits sondages justement, de dire vous avez été managé selon la méthode outil du manager, qu'est-ce que vous retenez, etc. Et le 1 à 1, très souvent, à chaque fois, ça nous a été même cité comme un avantage presque concurrentiel de l'entreprise. C'est-à-dire que les gens nous ont dit, moi je reste dans cette entreprise, j'en ai fait plein avant, je parle du milieu dans lequel tu évolues, des entreprises de haute technologie, éditeurs de logiciels, etc. Et c'est quand même ce sentiment qui ressortait de dire, dans les autres entreprises, on ne s'intéresse pas vraiment à nous. On s'intéresse à nos compétences, on s'intéresse à comment on interagit dans l'équipe, mais pour le projet. Mais nous, en tant qu'individus, c'est la première fois qu'on prend un petit peu de temps pour nous écouter. Et en fait, c'est ce qu'il y a de plus important pour la personne. C'est de partir d'elle, en fait. Le grand biais de nos entreprises, de ce que j'ai connu,
c'est qu'on est des gens, on est des techniciens. Ouais. Donc au niveau là, c'est du développement informatique, mais je pense que ça irait avec d'autres technos. Mais on est vraiment des techniciens à la base. On était dans des écoles d'ingénieurs pour la plupart, ou des doctorats, mais des choses très pointues techniquement. Donc c'est des gens qui savent résoudre avec des 0 et des 1, ils savent résoudre des millions de choses, de défis plus fous les uns que les autres. Mais par contre, entre les humains, oui. C'est pas pareil, et à juste titre, parce que les humains, on n'est pas des 0 et des 1. C'est pas parce qu'on fait le même stimulus qu'il va se passer la même chose juste après, 2 jours de suite. Donc c'est vraiment un truc extrêmement compliqué et qu'on nous a très peu. Je sais que les écoles d'ingénieurs, elles disent qu'elles fournissent des choses aussi, mais bon, vraiment très très peu donné de choses en école d'ingénieurs sur la gestion humaine et sur le management. Et c'est dit, je crois, dans plein de vos épisodes. Ouais. Et du coup, à un moment donné, oui, on se retrouve chef d'équipe, mais sans y avoir été préparé. Et donc, et les gens, ils continuent plus à s'acharner sur ce qu'ils faisaient techniquement que sur Tout à fait. que se rendre compte qu'ils ont changé de métier en fait. Quand on devient manager, on change de métier. Mais on a aussi, oui, on change de métier, c'est d'autres compétences et d'autres intérêts. Mais il y a un peu le même phénomène avec l'entreprise libérée parce que il y a pas long, on a commencé à faire une série qui s'appelle le Manager libéré. Et j'en ai discuté avec quelques consultants qui, eux, promeuvent un petit peu l'entreprise libérée. Et en fait, ils me disent, leur manière de critiquer ce que je faisais, c'était de dire, ouais, mais ce que tu fais, c'est vachement égoïste. En fait, tu prends les gens pour des égoïstes puisque tu dis au manager, libère-toi, tu seras mieux, et donc tu seras obligé de libérer ton équipe. Et ils me disent, c'est pas collectif, c'est-à-dire que le manager, faut qu'il ait envie que son équipe se libère pour le bien-être de son équipe, etc. Et moi, je suis pas tout à fait sur cette longueur d'onde, c'est-à-dire que je pense que le manager, il libérera son équipe parce qu'il y a intérêt aussi. Sinon, c'est suspect pour moi, on va dire. Je suis peut-être trop individualiste dans mon approche, mais c'est suspect. Et donc, je pense que c'est plus simple de s'adresser à une personne qui a du pouvoir, le pouvoir de se libérer elle, en libérant son équipe, que de promouvoir une espèce de mouvement général avec des motivations qu'on connaît pas très bien et qui seraient collectives. Je trouve que c'est plus... En fait, il vaut mieux reprendre là où ça démarre, c'est-à-dire sur l'humain. Et pour libérer une équipe et pour s'intéresser à ses collaborateurs, il faut en avoir le besoin. C'est-à-dire que je pense que ce que tu as détecté, ce qui t'a fait venir à Outils du Manager, c'est pas forcément une conception humaniste, c'est déjà de dire, moi, en tant que manager, il y a un truc qui fonctionne pas, je comprends pas, j'aimerais bien comprendre. Et de là, tu comprends que pour obtenir un résultat, il faut que les gens soient bien, qu'on s'intéresse à eux, etc., etc. Et à ce moment-là, tu mets en place ce qu'il faut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, la suite la semaine prochaine, et en attendant, je vous incite fortement à venir vous inscrire sur notre site. Je vous rappelle le nom du site, c'est outildumanager.com, vous cliquez en haut à droite sur me connecter, vous rentrez votre mail, et c'est parti. À bientôt, au revoir.